Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue à ce plateau spécial consacré à celui-là même qui fait notre fierté partout dans le monde. Ce soir, nous parlons d'astronomie. Nous vous l'avons promis durant plusieurs semaines, la diffusion en exclusivité sur les antennes de la Une du film Chasseur d'étoiles dédié à Maram Kairé. Ce soir, il est avec nous sur ce plateau avec de nombreux invités, mais aussi des jeunes pour qui l'astronomie reste un domaine de prédilection et pourrait susciter d'énormes vocations. Avant de donner la parole aux invités qui l'accompagnent et à lui-même, je vous propose de revenir sur ce reportage réalisé par les équipes de la RTS et notamment Pape Biram Biguenyaï ce 21 mars 2023. Ce jour-là, au Grand Théâtre, c'était l'avant-première de ce film en présence du chef de l'État. Regardez. Ils ont répondu à l'appel de la science. Élèves et étudiants autour d'une passion communie avec le président de la République Macky Sall qui vient célébrer le Sénégal de victoire. Brillante victoire de la science sénégalaise portée par un digne fils du pays, l'astronaute Maram Kairé, une fierté sénégalaise et africaine dans l'univers de la NASA, le cercle restreint des maîtres de la science. Un film documentaire lui est consacré pour ses prouesses scientifiques, notamment la découverte d'un astéroïde qui à jamais le propulse au panthéon des immortels de la science planétaire. Le film documentaire Star Chasers of Sénégal, les chasseurs d'étoiles du Sénégal, retrace la trajectoire d'une quête astrale qui a fait du Sénégal une attraction mondiale. Jour de gloire, sensations et frictions quand la voix du Baba Maal déchire le silence d'un grand moment d'histoire à la fin du film réalisé par la chaîne de télévision américaine Nova sur Maram Kairé. Baba Maal ou le messager, c'est toujours un message en chantant. La portée d'un message qui épouse l'esprit d'une vision, celle du président de la République Macky Sall, à qui Maram Kairé rend un vibrant hommage. Toute l'équipe vous remercie, Excellence, Monsieur le Président, du soutien constant que vous avez accordé à ces missions depuis la première en 2018 jusqu'à la dernière en 2021. Le prochain train qui siffle est le train de la révolution spatiale, qui sera la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Nous n'avons pas le droit de rater ce train. Le Sénégal de tous les possibles, sous l'ère du président Macky Sall. Et oui, le train de la révolution spatiale s'arrête à la gare Sénégal. L'embarquement est immédiat. La trouvaille du président Macky Sall est historique. Je décide de créer l'Agence sénégalaise d'études spatiales. L'Agence sénégalaise d'études spatiales, sur laquelle j'ai échangé depuis plus d'un an avec Maram Kairé au gré de rencontres que je lui accordais. Et les textes sont finalisés et bien entendu, il aura la charge de diriger cette Agence sénégalaise d'études spatiales. Une formidable aventure humaine est en marche. Maram Kairé en passe de devenir une légende vivante qui va porter le triomphe d'une nation sénégalaise à la conquête de l'espace. Le spatial apporte des réponses dans tous les domaines prioritaires pour nos pays, au service de l'État et des citoyens. Rien qu'en Afrique, les prévisions indiquent que l'économie autour de ce secteur devrait avoisiner les 26 milliards de dollars à l'horizon 2025. Ce film est soigneusement rangé dans le rayon du patrimoine national. Produit par la télévision américaine Nova avec ses 55 millions de téléspectateurs aux États-Unis, ce document exceptionnel sera diffusé en exclusivité sur le territoire sénégalais par la télévision nationale, la RTS. And thank you for giving us the rights to broadcast for the people of Senegal. Je suis très content pour cela et la RTS pourra diffuser le film en a le droit sans payer le prix qu'il faut. Maram Kairé est avec nous ce soir. L'astéroïde a quitté l'espace pour atterrir sur les plateaux de la Une. Bonsoir Maram Kairé, commandeur dans l'Ordre national du Lion. Ce jour-là, le chef de l'État vous fait l'honneur de venir à l'avant-première de ce film Chasseur d'étoiles. Qu'est-ce que vous ressentiez à cet instant précis? Merci beaucoup Sarah, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui.
C'est un mélange de beaucoup de choses et difficile à décrire en fait. Vous avez l'honneur de recevoir le chef de l'État pour le lancement d'un film. C'est tout simplement exceptionnel. Je pense que je peux citer juste rapidement 3 choses. La première chose, c'est déjà qu'on arrive après 1 an et demi de gestation, de tournage, qu'on arrive à voir ce film diffusé au Sénégal, donc en avant-première, et que ce soit sous le parrainage de la plus haute autorité du pays. Donc ça, c'est une grande satisfaction. La deuxième chose, ça a été, bien entendu, cette communion qu'il y a eu avec ce public, avec toutes les parties prenantes qui étaient dans la partie tournage, qui se sont retrouvées dans la salle, ça également, ça a été exceptionnel. Et dernière chose, je pense l'honneur qui nous est fait de recevoir cette distinction au soir de ce lancement, donc d'être commandeur de l'Ordre national du Lion. C'est une très lourde responsabilité et nous en sommes pleinement conscients. Mais cerise sur le gâteau, ça a été la création de l'Agence spatiale du Sénégal. C'est une décision historique. Et on en reparlera justement de cette agence et de ses missions. Ici, à la RTS, pour nous, on l'appelle affectueusement professeur parce que sur tous les sujets, eh bien, on en apprend beaucoup de lui. Professeur Omar Diao, bonsoir. Bonsoir, De Sarah. Louis Armstrong à Maram Kairé, aujourd'hui, le spatial continue à passionner les hommes. Pourquoi cherche-t-on autant à savoir ce qui se trouve dans l'espace? Pourquoi le spatial passionne autant? Oui, mais parce que d'abord, je pense qu'il passionne parce que c'est l'inconnu. On dit que l'univers est infini finalement. Et Maram Kairé parlait tout à l'heure dans l'extrait qu'on a vu de cette révolution du spatial. Il faut savoir que pendant très longtemps, on a considéré que la Terre était le centre du monde. On parlait de géocentrisme et donc il a fallu la révolution copernicienne et Maram a aussi parlé de ces révolutions. Donc cette révolution copernicienne qui place en fait la Terre, notre planète, finalement au milieu d'autres planètes. Le chef d'orchestre de ces planètes étant bien entendu le Soleil. Donc je pense que, et on est passé à ce qu'on appelle l'héliocentrisme, c'est-à-dire Hélios, le Soleil. Et donc ici c'est le Soleil qui commande tout cela et la Terre, comme les autres planètes, Mars, Jupiter, Vénus et les autres planètes gravitent autour de cette Terre. Et donc on a toujours cherché, le soir par exemple, quand on se met à regarder le ciel et qu'on voit toutes ces étoiles qui brillent, mais qui sont à des milliards et des milliards de kilomètres, certaines même sont probablement extrasolaires, c'est-à-dire hors du système solaire. Donc on a toujours cherché à savoir, ça a toujours passionné les hommes, un peu ce qu'il y a au-delà de cette voûte céleste à laquelle nous appartenons, nous faisons partie. Donc c'est ça qui explique un peu aujourd'hui l'intérêt pour le spatial. On est déjà dans la révolution numérique. Est-ce que on arrive à la révolution spatiale également? Alors, il faudrait parler de ces révolutions. La première révolution étant la révolution du néolithique, qui est une révolution agricole. La seconde, cette révolution copernicienne avec Nicolas Copernic. Et puis, on parle de la révolution industrielle, seconde moitié du XVIIIe et XIXe siècle. On a raté l'essentiel de ces révolutions. Il faudrait, après on parle de révolution numérique. Aujourd'hui. Et là, la révolution spatiale, elle va forcément s'appuyer sur la révolution numérique parce que forcément, ces engins spatiaux utilisent beaucoup de données informatiques, etc. Donc, il ne faudrait pas qu'on rate cette fusée qui nous mènerait à cette révolution pas industrielle, mais spatiale. On est probablement sur la bonne voie avec des Maram Kairé et tous ces jeunes, évidemment, aujourd'hui, qui essayent de marcher sur ces pas. On ne peut pas parler, si tu veux, d'espace en utilisant, enfin en restant au ras des pâquerettes, comme on dit, le plancher des vaches. Donc je pense que quelque part, les conditions de tournage étaient magnifiques, la post-production, même chose. On voit tous les efforts qui ont été faits dans le montage, dans l'infographie qui a été utilisée. Et donc, même l'écriture, je veux dire, le sous-titrage, parce que c'est un film en anglais sous-titré en français. Une ou deux petites coquilles quand même sur le sous-titrage, mais ça ne gâche en rien la qualité de ce film. Ce qui m'a le plus marqué, c'est un peu l'histoire de Maram avec l'astronomie. Il parle de cette... il avait 12 ans hein, quand Challenger explosé. C'était en 1986, je crois. Ça. Et donc, la navette fait quoi? 73 secondes après son lancement, elle explose. Quelques années après, arrivera le drame de Columbia aussi.
Au retour, je crois, ça se passe lorsqu'on la navette faisait son entrée dans l'atmosphère, pour les frottements, la chaleur, etc. Donc ici, c'est pour le premier exemple de Challenger, je crois que c'est lié à un joint défectueux. Pour l'autre, il y avait eu déjà dès le départ un problème de fuite de pergol. Pergol, je crois, c'est le carburant des fusées. Et donc, voilà, il y a eu des accidents qui se sont passés. Et à 12 ans, ça l'a marqué. Parce que sur le Challenger, il se passe que 7 astronautes, on l'a rappelé dans le film, vont mourir. Il y avait 2 dames et 5 hommes. Et donc, ça, c'est marquant pour un gamin qui a 12 ans et qui avait déjà la tête dans les étoiles. Oui, mais aussi on découvre dans cette magnifique production... Oui, exactement. Autre chose qu'on retrouve, et c'est un peu la dimension historique aussi de l'astronomie. Justement, c'est sur cela que il est parti voir une famille Bousso à Touba, je crois. Absolument. Et il s'est rendu compte que dans les archives familiales, il y avait véritablement des documents, des livres, des connaissances de l'astronomie médiévale. Absolument. On est sur une astronomie, l'astronomie que lui fait, ça n'a rien à voir avec l'astronomie médiévale, même s'il peut s'en inspirer, et il peut être séduit par ce que les gens faisaient à l'époque médiévale. Je rappelle que l'époque médiévale se termine en 1492, avec la découverte de l'Amérique. Donc, quelque part, il se rend compte que le Sénégal n'était pas un terrain vierge. Autrement dit, il y avait déjà des connaissances qui étaient là, des empiriques, pas de la science expérimentale, mais clairement, les gens avaient une relation avec l'astronomie et avec l'expansion de l'univers, etc. Et donc, il est allé jusqu'à Singayen. Jusque-là, Singayen, on ne comprenait pas trop ce que c'était ces mégalithes qui étaient là, qui avaient une signification peut-être astronomique. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais quand ils sont arrivés, avec voilà, le gars de la NASA qui dirigeait un peu cette histoire de Lucie, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient au moins déterminer les positions à la fois des solstices d'été et d'hiver et les positions d'équinoxe. L'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Donc finalement, ils se rendent compte que même si on ne connaît pas toujours, j'ai bien aimé ce paléontologue qui dit quelque part, peut-être que les gens qui ont bâti ce signe qui rappelle Stone Age, donc voilà, ils l'ont construit et sont peut-être partis. On ne savait pas jusque-là la relation qu'il pouvait y avoir entre l'astronomie et donc ces mégalithes qui sont là, on ne sait pas depuis combien de temps. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu de ce film. Et voilà, cette tension, ce stress par rapport à ce phénomène d'occultation qu'il ne fallait pas rater. Et ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est que 5 minutes après l'observation de l'occultation, le ciel se couvre. Comme par magie, peut-être que Maram a récité une formule qu'il a pris de ses grands-parents à Touba. Non, je crois que c'est bien de savoir que l'Afrique n'est pas un néant, si tu veux, en astronomie, en astrophysique, en tout cas dans le domaine des connaissances spatiales. Absolument. Il y avait bien des choses que l'on savait faire, que l'on connaissait, et ensuite il nous a promenés, pas seulement dans le ciel et dans le domaine spatial. Alors, la dimension, je veux dire qu'il est allé en Turquie. D'abord, au-delà de nous faire découvrir la très belle ville d'Istanbul, de nous faire rencontrer quelqu'un qui a de grosses connaissances dans le domaine de la conservation de ses archives. Quand il a sorti son astrolabe, moi j'étais fasciné, quoi. Dire que je ne sais pas trop, madame, qu'est-ce qu'il pense de cet instrument qui peut paraître archaïque à l'ère du numérique, justement, où on est aujourd'hui capable de faire des calculs d'une extrême précision, mais de voir cet appareil et de savoir qu'il a été utilisé depuis des siècles avant aujourd'hui, ça laisse... Ça veut dire que l'astronomie, depuis la nuit des temps, ça passionne et il y a des connaissances sur lesquelles on a pu s'appuyer pour en arriver là aujourd'hui. On le voit clairement dans ce film. Je voudrais maintenant interroger quelques-uns de nos hôtes. Je veux parler justement de ces étudiants qui nous viennent de BEM, recueillir leurs impressions par rapport à ce film documentaire qu'on a regardé tout à l'heure. Alors, il y a Babacar Sadikh Ndiaye, qui est dans ce studio avec nous et qui a regardé également ce film. Babacar, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce film Chasseur d'étoiles? Par rapport à ce film, je pense que ce qui m'a le plus impressionné, c'est déjà la relation entre l'astronomie et notre religion, pratiquée ici au Sénégal. Déjà à Guédé, où on observe qu'il y a des familles
qui ont depuis très longtemps une notion de l'astronomie. Mais également, quand on était au lycée, on nous répétait souvent que l'Afrique était un continent sans histoire. Et là, on voit au niveau de la Sénégambie qu'il y a des mégalithes placés depuis des millénaires et qui font référence un peu à l'astronomie vis-à-vis des positionnements des pierres face aux équinoxes et aux solstices. Donc, ce qui prouve aujourd'hui que l'histoire de l'astronomie était présente en Afrique depuis bien longtemps. Ce qui réfute cette théorie-là qui dit que l'Afrique est un continent sans histoire. Merci beaucoup. Binta Ndiaye est juste à côté de vous. Binta, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce film D'abord, documentaire? bonsoir à tous. Je m'appelle Binta Ndiaye, je suis en informatique à l'université BM. Je suis en première année. Ce qui m'a le plus impressionné dans ce film, c'est l'importance que M. Kairé apporte aux croissants lunaires et aux heures de prière. Nous sommes tous conscients ici que les fêtes comme la Korité ou bien même le début du Ramadan portent d'énormes divergences au sein de la société. Donc, son engagement par rapport à cette optique, avec la collaboration de la famille Thioro à Touba et aussi de la famille Bousso à Touba et aussi de Monsieur Taha à Istanbul, apporte une touche de plus au film. Merci beaucoup. Merci. Il y a également dans ce studio Docteur Labali Touré, que Maram Kairé apprécie beaucoup. On reviendra sur les raisons tout à l'heure, parce qu'il y a une longue histoire, une belle amitié également entre vous deux. Docteur Touré, vous, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ce film documentaire? Merci beaucoup, Sarah. Je voudrais d'abord féliciter Maram pour son brillant parcours. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est d'abord que la science n'a pas de frontières. Quel que soit le pays dans lequel nous pouvons impacter le monde entier. Mais aussi que les contributions qu'on a au Sénégal, l'apport du Sénégal dans la connaissance qui va servir l'humanité, peut aussi être réalisé grâce à ce que fait Maram au Sénégal. Mais aussi, l'autre chose, c'est que la science aussi, elle a des impacts importants sur nos sociétés. Et là, elle a relevé un aspect qui est par rapport à la religion, mais ce n'est pas le plus essentiel. On regardera tout à l'heure par rapport à tout ce que cela peut apporter. Mais en résumé, c'est d'abord le parcours de l'homme. Je pense que c'est important. Rêver, c'est très important, mais aussi arriver à ses rêves, c'est aussi très important. Je pense qu'aujourd'hui, ce film-là est un exemple à tout jeune Sénégalais de savoir qu'on peut rêver, et ces rêves, on peut aussi les réaliser grâce à l'engagement, mais également aussi à un don de soi extrêmement important. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y a un lien direct entre notre culture et la science. Que la science et la religion ne sont pas des éléments qui sont contradictoires. Au contraire, c'est des vases communicants extrêmement importants. Et l'autre chose également que je trouve intéressant dans le film, c'est aussi l'aspect universel de l'homme, mais également de la science. Et je pense que aussi, là, quand je vois Maram qui disait depuis 12 ans, il avait cette ambition, et que la chance et la vie lui donnent la possibilité de réaliser, c'est extrêmement important. Et aussi l'autre aspect également qui est important, c'est la communauté d'acteurs autour, c'est la contribution des acteurs sénégalais et africains à une connaissance universelle. Parce qu'on n'imagine pas en quoi ces missions qu'on a faites au Sénégal contribuent de manière significative à la connaissance de l'univers qui va avoir des impacts extrêmement importants pour la science et pour le monde entier. Voilà. Merci beaucoup, docteur Labali Touré. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université du Sine Saloum Ibrahima Niasse. On reviendra dans un petit moment sur votre parcours également et votre lien avec le spatial et l'astronomie. Maram Kairé, félicitations. Merci beaucoup. Très beau film, magnifique réalisation également, très bel engagement. On a appris beaucoup en regardant ce film de 52 minutes. Un film qui a déjà parcouru le monde et qui a remporté de nombreux prix. Oui, effectivement, il est sorti officiellement aux États-Unis le 8 février 2023. Et je voudrais d'ailleurs féliciter la réalisatrice, parce que quand même, il y a une personne qui est derrière ça, du nom de Ruth Berry.
Donc, c'est une très grande réalisatrice et qui avait contacté la NASA en disant « Vous lancez une sonde Lucie, je veux faire un documentaire sur cette sonde ». Et c'est Marc Bouy, que vous avez vu dans le film, qui a dit « Écoutez, moi j'ai déjà fait 2 missions d'occultation au Sénégal et je pense qu'il serait important que ce documentaire soit plutôt sur la contribution d'un Sénégalais que j'ai rencontré avec son équipe, plutôt que de faire un documentaire juste sur la mission. » Et donc, Ruth a déclenché la machine à partir de là. Donc, il faut la féliciter parce que c'est un impact incroyable depuis sa sortie aux États-Unis. Le film a remporté en premier lieu la médaille d'argent au US International Film, donc qui est une rencontre pour des films documentaires scientifiques. Par la suite, ça a été le festival du film scientifique de Florence, où il a remporté le prix spécial du jury. Tout récemment, le festival Paris Science, qui est composé de plusieurs jurys, donc ils mettent des documentaires scientifiques. Et il y a le grand public, il y a les étudiants, il y a les documentalistes, et ainsi de suite, qui composent des jurys. Et le jury étudiant, à l'unanimité, a décerné donc le premier prix à Star Chase of Sénégal. Dernier prix qui a été remporté le 9 novembre. Et on peut dire que c'est à ce stade le plus important. C'est le 3AS médaille d'or, donc du 3AS, qui est l'équivalent, on peut dire, d'un prix Nobel pour les documentaires scientifiques. Quand vous avez ce prix-là, ça veut dire que c'est vraiment le top niveau. Et c'est décerné par la Société américaine pour l'avancement de la science. C'est la plus grande société générale de sciences au monde. Et quand ces structures qui décernent des prix à la NASA décernent une médaille d'or à un film sur le Sénégal, c'est une fierté pour nous. 3AS, pour ceux qui lisent les revues scientifiques, c'est cette société qui édite les revues Science. Et Science, c'est les plus prestigieuses revues dans le domaine scientifique, avec Nature. Donc, le 9 novembre, ils ont pensé que ce film méritait la médaille d'or 2023 donc, de cette société. Donc, Madame, j'allais dire last but not least, mais là, on a touché le top, quoi. Mais écoutez, même la réalisatrice a été très surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que cette société américaine qui donne ce prestigieux prix donne une médaille d'or à ce film-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Je ne sais pas. Ce qui est plus impactant, à la limite, c'est ce qui a été dit ici, l'impact avec Omar et avec Labali. Mais c'est de voir des mails qui arrivent des États-Unis, quand c'est sorti, de personnes qui vous disent « Je vais venir visiter le Sénégal pour voir ces sites mégalithiques. » Et ça, c'est un impact concret du film. Exactement. Aujourd'hui, ces sites étaient considérés vraiment pour l'aspect archéologique, on vient chercher des fouilles, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une connexion véritable avec le ciel. Et ça veut dire que toute la recherche astronomique, astrophysique qui s'intéresse à l'astronomie des temps anciens pourra venir visiter le Sénégal. Et c'est des développements pour le tourisme sénégalais. Donc, nous, on ne pensait pas effectivement que ça aurait cet impact. Mais je ne peux pas vous dire depuis sa sortie le nombre de messages qu'on reçoit de gens qui veulent visiter le Sénégal à partir de ce qu'ils ont vu dans le film. On va poursuivre maintenant avec un débat qui va forcément intéresser nos téléspectateurs sur l'importance justement du spatial aujourd'hui pour notre pays et en Afrique de manière générale. Quel impact est-ce que cela pourrait avoir sur nos populations et sur nos économies? Juste après ceci. Le spatial n'est pas réservé à un petit groupe de connaisseurs. Au contraire, cela peut changer énormément de choses dans nos vies. On peut l'appliquer à plusieurs domaines. On va en avoir quelques exemples sur ce plateau. Maram Kairé, je commence avec vous, justement. Depuis 12 ans, vous avez la tête dans les étoiles, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, de manière concrète, qu'est-ce que le spatial peut apporter à notre pays? Tout ce qui peut aller dans le sens de nos priorités aujourd'hui en termes de développement, le spatial aura un impact significatif. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le développement, il faut qu'il y ait des indicateurs.
On ne peut pas dire que nous sommes développés sans pour autant qu'il y ait des indicateurs. Et ces indicateurs, aujourd'hui, c'est notre feuille de route, c'est le plan Sénégal émergent. En Afrique, c'est l'agenda 2063. Au niveau mondial, c'est les objectifs de développement durable. Et ces objectifs de développement durable sont mesurés en permanence. Quels sont les pays qui sont en plus aptes à atteindre ces ODD? Quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre, ainsi de suite. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que de façon directe ou indirecte, les 17 objectifs de développement durable que le monde se partage reposent directement ou indirectement donc sur le spatial. C'est des données qui sont mises à la disposition des décideurs ou des populations à travers des services qui sont développés. Et c'est à partir de ces services qu'on arrive à peut-être impacter sur le développement, la croissance économique, et ainsi de suite. Je donne des exemples simples. Aujourd'hui, l'Afrique a une priorité, c'est la santé. Mais nous sommes confrontés à des questions également de zones blanches où on a peut-être du mal à accéder parce qu'effectivement, c'est assez excentré ou autre. Ou le manque peut-être d'infrastructures ou le manque de spécialistes dans certaines zones. Aujourd'hui, grâce à l'utilisation du spatial, on a une meilleure couverture dans les pays. On peut distribuer Internet dans les zones où la connexion câblée, fibre optique ou autre ne peut pas arriver. Et ça nous permet d'avoir un maillage sur tout le territoire. Mais une fois qu'on a ça, on développe la télémédecine. Et grâce à cette télémédecine, les spécialistes n'ont plus besoin de faire 500 km quand il s'agit d'une urgence. Je peux être à Dakar, faire mon intervention avec 2 ou 3 assistants qui sont à distance et faire comme si j'étais déjà sur place. Et ça, c'est grâce aux satellites que nous allons y arriver. Donc, le développement de la santé aura besoin du spatial. Dans le cadre même des couvertures des zones épidémiologiques, ainsi de suite, imaginez aujourd'hui que grâce aux données satellitaires, on est en mesure de qualifier l'eau qui stagne à certains endroits. La maladie qui fait le plus de dégâts en Afrique, ça reste le paludisme. Aujourd'hui, grâce aux satellites, on peut qualifier l'eau qui stagne dans certaines zones et de pouvoir savoir s'il faut lancer des systèmes d'alerte pour qu'on intervienne, pour désinfecter telle zone, éviter les proliférations de bactéries ou de moustiques. Si nous prenons l'éducation, on a vu ce qui s'est passé pendant la pandémie Covid, les universités fermées, les écoles fermées, ça a été le moyen peut-être le plus rapide d'expérimenter le téléenseignement. Et aujourd'hui, donc, grâce aux satellites et avec la connectivité partout à travers le Sénégal, on apporte une réponse également à cette question d'éducation. L'environnement, je n'en parle même pas, c'est tout à fait normal. Les satellites nous permettent d'avoir une vue globale de l'évolution de notre environnement. Quand il s'agit de couper du bois de façon illégale, les forêts, ainsi de suite, les satellites peuvent détecter ces irrégularités. Nos ressources halieutiques, la pêche illégale, même aujourd'hui les plateformes pétrolières qui vont être installées, grâce aux satellites, on a des systèmes d'alerte précoce. C'est-à-dire que... On peut voir tout ça, mais on ne va pas attendre, par exemple, comme ce qui s'est passé dans d'autres endroits, qu'il y ait une fuite qui fasse des kilomètres de marée noire. Aujourd'hui, en utilisant les satellites, si vous avez une fuite qui ne dépasse même pas 1 mètre, on peut les détecter grâce aux satellites et de pouvoir intervenir pour circonscrire rapidement. Mais la plupart de ces satellites ne nous appartiennent pas. Quand je veux dire nous, si je veux dire l'Afrique, je veux dire le Sénégal, est-ce qu'on peut les utiliser comme ça? Mais écoutez, les données sont accessibles et je pense que le docteur Labari Touré, qui travaille sur ces questions également, pourra donner quelques exemples. Il y a des données qui sont accessibles, il faut les acheter. Et c'est ça peut-être ce qui pousse les pays à aller vers une certaine autonomie, souveraineté, à pouvoir développer leur propre agence spatiale, d'où l'importance de la création de l'ASES, et de pouvoir créer nos propres satellites. Ça Sinon, nous permet... on doit payer pour les utiliser. Mais écoutez, il faut payer pour avoir ces données. Certaines données sont gratuites, mais quand vous avez une urgence, tout de suite, on dit ce qui s'est passé au Maroc, il y a un tremblement de terre. Ce qui s'est passé à Haïti, il y a un ouragan qui passe, une grosse pluie, vous avez des inondations. Vous ne pouvez pas aller commander des données tout de suite, les acquérir tout de suite, les traiter, ainsi de suite. Par contre, si vous avez des satellites qui vous appartiennent, vous pouvez les orienter très rapidement sur la zone qui vous intéresse et d'avoir des données quasiment à temps réel. Donc ça, c'est l'importance de pouvoir apporter, en tout cas, cette souveraineté-là sur la question du spatial. Oui, je pense que, comme le dit Maram,
les satellites ont fait la preuve de leur efficacité. Depuis la fin des années 50, début des années 60, avec déjà les soviétiques qui mettent le premier satellite artificiel en orbite. Mais non, on connaît les satellites en télévision, on connaît voilà, les satellites de reconnaissance, les satellites de télécommunication, les satellites utilisés par l'armée, par les armées. Je veux dire que, voilà, il y a à peu près 70 ans qu'on connaît le GPS que tout le monde utilise, qui est partout pour s'orienter, mais c'est un réseau de satellites autour de la Terre, donc qui permettent finalement de pointer un peu, de savoir où est-ce qu'on se trouve en latitude, en longitude. Donc, les satellites sont d'une extrême importance. Et Madame qui parlait, par exemple, pour l'environnement, il parle de... Ouais, on peut calculer les masses d'eau, des eaux de surface et la surveillance des feux de brousse. Par exemple, nous sommes des pays sahéliens qui sont voilà, très affectés par ces phénomènes de destruction de la biomasse. Et donc, avec des satellites, on peut parfaitement... J'ai regardé des photos en fausse couleur de satellites où on pouvait tout de suite voir la quantité d'eau sur une zone pour faire des interventions, parce que ce sont des inondations parfois, ou même pour faire des pulvérisations ou traiter ces eaux-là pour empêcher des maladies. Donc, le satellite permet déjà de faire une cartographie fine et d'avoir la superficie exacte et éventuellement de pouvoir prendre une décision par rapport à cet événement qu'on veut combattre. Donc aujourd'hui, il faudrait que voilà, on puisse nous lancer. Ça coûte cher, comme on dit, d'aller dans l'espace, hein, mais véritablement, on peut y arriver dès l'instant qu'on a des personnes qui sont capables, qui ont, je veux dire, les connaissances scientifiques nécessaires. Après, le reste, c'est une question de trouver l'argent. Or, trouver l'argent, c'est peut-être la chose la plus facile. En tout cas, c'est plus facile que d'aller acquérir des connaissances dans le domaine spatial. On va revenir justement sur la souveraineté. J'aime bien cette phrase, ça coûte cher, peut-être. Mais cette phrase du chef de l'État, quand on parle de ça coûte cher de ne pas le faire. Voilà. Exactement. Donc, et juste dire qu'aujourd'hui, on est dans une révolution en fait du spatial où on est dans l'ère de la miniaturisation. Donc, des satellites qui coûtaient très cher. Aujourd'hui, on a des microsatellites, des CubeSats. On parle même de nanosatellites qui font la même chose. J'ai même vu un satellite en bois que JAXA et la NASA, d'ailleurs, veulent lancer, j'ai vu ça quelque part. Donc, ouais, et puis le problème, c'est qu'on se demande comment ça se fait que ces gens-là veuillent utiliser un matériau, le bois, mais ils se rendent compte que le bois est aussi assez résistant par rapport au phénomène atmosphérique. Docteur Labali Touré, vous êtes géomaticien, on a parlé de GPS tout à l'heure, donc je vous interpelle. Voilà aussi une application très concrète dans nos vies de tous les jours, parce qu'aujourd'hui, on l'utilise pour le covoiturage, on l'utilise pour nos déplacements, et partout, et en Afrique, et au Sénégal de plus en plus. Voilà une application concrète, un impact concret justement du spatial. Oui, en fait, je voudrais d'abord préciser que, comme information, le Sénégal va lancer son premier satellite. Au mois de décembre. Au mois de décembre, disons sous peu. Et du coup, pour moi, c'est extrêmement important. C'est aussi, le Sénégal va acquérir une place dans la quête du spatial. Et pour nous, c'est extrêmement important. C'est aussi information et quelque chose également à saluer. Nous sommes dans un monde qu'on appelle le New Space. C'est le nouvel espace aujourd'hui. Parce que l'espace, il y a 20 ans, et l'espace d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Et parce qu'aujourd'hui, les satellites avant coûtaient beaucoup plus cher. Aujourd'hui, on peut faire des satellites qui, en 2 ans, on peut construire les propres satellites qui vont être lancés dans l'espace. Le coût financier n'est pas le même, la durée de vie également n'est pas la même. Donc on est dans ce qu'on appelle un new space. Aujourd'hui, la conquête de l'espace n'est plus l'affaire que des pays riches, c'est aussi les pays pauvres et moins nantis pour aussi jouer leur place, leur partition dans la quête du spatial. Maintenant, pour revenir à la géomatique, aujourd'hui, c'est la partie terrestre du spatial. Le spatial, au fait, comme je dis souvent, on peut être sur Terre, avoir les yeux dans l'espace. Mais en ayant ces yeux dans l'espace, c'est que l'espace nous aide à mieux voir la Terre. On a des satellites aujourd'hui qui nous permettent, qui sont nos yeux dans plusieurs longueurs d'onde, qui observent la Terre, et tout ce qui est sur la Terre est vu en très haute résolution ou en haute résolution. Imaginez un instant qu'un objet qui fait 50 cm soit visible par un satellite qui est à des milliers de kilomètres de la Terre. C'est une information importante pour la décision. Donc la géomatique, c'est la partie terrestre du spatial qui aujourd'hui nous permet de nous déplacer, nous permet d'avoir des éléments sur la météo aujourd'hui, la couverture des nuages, mais également nous permet de surveiller ce qu'on appelle l'observation de la Terre. La Terre aujourd'hui, elle est couverte par des satellites qui sont assez nombreux, à des résolutions assez fines. Ça nous permet de prédire plusieurs phénomènes. Oui, ça nous permet de prédire, de suivre, de gérer, mais surtout de connaître.
Parce que la connaissance, elle est fondamentale pour la décision. Admettons un instant qu'on a une commune. Je reviens à la Terre à l'échelle plus fine. Une commune terre à terre. Beaucoup se disent, OK, l'espace, c'est trop aérien. Mais on oublie que l'espace est là pour la Terre. Donc, si on a une commune qui gère ses terres, mais la commune ne sait pas aujourd'hui combien de surface lui reste-t-elle pour pouvoir affecter ou non la Terre. Grâce aux satellites et aux données géomatiques, on peut arriver à faire une cartographie fine de l'occupation des sols. Dire à la commune, dans ton territoire, voilà les zones où il y a l'agriculture, voilà les zones où il y a l'eau, et voilà les zones où il n'y a pas encore de mise en valeur. Ça permet à la commune, à mon avis, de gérer ce qu'on appelle l'assiette foncière. Donc vous voyez, je pars de l'espace qui est très loin vers la parcelle qui est assez petite. Donc l'espace, les technologies spatiales sont au service de la Terre. Donc c'est la Terre vue de l'espace, mais c'est surtout pour une meilleure gouvernance des terres. Qu'on le veuille ou non, tous les jours, nous sommes des consommateurs de ces technologies. Quand on regarde la télévision, on en est un. Quand on téléphone, on a Internet, on a aussi des consommateurs. Donc, du matin au soir, quand on se navigue avec les GPS, nous en sommes également des consommateurs. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des consommateurs du spatial. Et ce que je veux dire, c'est que l'Afrique a tardé dans cette quête de l'espace. Imaginez un instant les milliards de dollars que l'Afrique paye pour les services liés au spatial. Parce que tout ce que nous avons comme technologie ne nous appartient pas. Donc, on paye des services pour que d'autres le fassent pour nous. Donc, cette conquête de l'espace aujourd'hui, c'est que l'Afrique doit jouer sa partition en mettant en place des agences spatiales comme l'ASES, mais également en mettant des satellites qui vont être au service de l'Afrique et des Africains. Mais surtout la formation aussi, elle est importante. Je voudrais peut-être rappeler que vous avez fait partie de la première cohorte d'étudiants à être initiés justement à l'astronomie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Cela vous a probablement inspiré dans ce que vous faites aujourd'hui. Mais la formation, elle est importante aussi. Il ne suffit pas juste d'acheter des satellites, mais nos jeunes doivent pouvoir les fabriquer aussi. La formation est au début et à la fin. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir cette technologie si on n'a pas derrière la masse critique de jeunes de notre pays capables de les mettre en œuvre. Ça démarre d'abord par la formation. Pour qu'au moins, dans nos pays, qu'on sache que la technologie du spatial n'est pas que l'affaire des autres. Que les jeunes Africains, les jeunes Sénégalais ont aussi droit et peuvent et savent exercer dans le spatial mieux que les autres, ou autant que les autres. Donc pour moi, la formation, elle est au début. Il faut qu'on mette en place dans nos universités des programmes de formation, des licences, des masters, des docteurs, des professeurs dans les domaines les plus prisés tels que le spatial. Si nos domaines seront très formés dans beaucoup de domaines, mais pas dans là où il faut le plus. Professeur, oui, je crois qu'il faut d'abord susciter l'évocation avant même l'université. Je trouve que c'est un peu trop tardif. Maram a eu la chance à 12 ans d'être déjà, voilà, avoir l'esprit ouvert au spatial. Donc, c'est autour de cet âge, l'adolescence ou même avant, qu'il faut intéresser les apprenants à ces domaines qui ne sont pas des domaines réservés à l'Occident ou en tout cas aux pays riches, comme on dit, aux pays développés. Je crois qu'aujourd'hui, chacun a la possibilité d'apprendre. C'est vrai, on va lancer notre premier satellite, mais il a été conçu à Montpellier. Donc, finalement, j'attends de voir, c'est-à-dire que c'est possible de le faire ici, dans un premier temps. Après, on fera un transfert de technologie, des échanges entre chercheurs universitaires et tout ce qu'on veut, et formateurs, mais il est parfaitement possible. Aujourd'hui, je veux dire, la technologie des satellites, c'est pas quand même... Voilà, quoi, c'est pas compliqué en tant que tel. C'est accessible pour des gens qui ont, si tu veux, les prérequis nécessaires à la conception de tels engins. Et ma question, juste avant d'interroger Maram Kairé, pour vous, professeur, quand on sait qu'en Afrique et notamment au Sénégal également, il y a énormément de priorités, est-ce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont compris véritablement l'importance et l'intérêt de mettre de l'argent dans le spatial, dans ces formations-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences et d'autres priorités qui prennent le pas sur le spatial? Je crois que ce n'est pas un luxe aujourd'hui que de parler d'astronomie. C'est une nécessité parce qu'on a raté beaucoup de révolutions. On l'a dit en début d'émission, c'est vrai qu'il y a des priorités. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça peut nous rapporter finalement?
Est-ce que c'est de l'argent qu'on jette dans l'univers, qui est en expansion permanente? Non, je pense qu'il est vrai qu'on n'aura pas une politique comme celle des Américains avec leur NASA, ou bien les Européens avec leur station spatiale internationale. Non, il faudrait que l'on voit un tout petit peu où se trouvent justement nos priorités dans le domaine spatial. Et où est-ce qu'on peut finalement tenir un peu la corde, je veux dire. Mais ne pas vouloir dire, bon, on va faire comme les Américains, qui ont déjà une antériorité dans cette recherche, je veux dire, dans le domaine spatial. Non, on a, nous, nos priorités. Et on se baser sur ces priorités-là pour investir dans le spatial. Justement, tu parles de priorités. On a des priorités dans l'éducation, dans la santé, Madame l'a rappelé. Dans la gestion des terres, le foncier, les assiettes foncières, oui. Justement, la cartographie du foncier qui permet justement d'avoir, comme il dit, une claire compréhension de l'espace de vie sur Terre. Donc, c'est un géomaticien qui parle. Donc, tu vois un peu, l'espace terrestre, c'est ça qui nous intéresse ici. Avant, éventuellement, des voyages dans l'espace. Certains pays sont déjà dans ça. Tourisme spatial, on connaît l'histoire d'Elon Musk, etc. Non, on n'est pas encore dans ça. Je veux dire que nos priorités sont l'éducation, la santé, la gestion du foncier, des ressources naturelles. Mais tout ça, je veux dire que ces priorités, le spatial est un moyen de résolution de ces questions qui sont immédiates. Maram Kairé. Écoutez, c'est exactement ça et les exemples sont très nombreux. Je vais revenir sur la citation du président de la République sur les embouteillages. Les embouteillages nous font perdre chaque année 100 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, vous mixez le potentiel du spatial avec l'intelligence artificielle. Vous avez des simulations qui vous permettent de réduire ces embouteillages de façon drastique. Donc ça, c'est aussi une autre utilisation que nous pouvons en faire. Les questions de sécurité aujourd'hui. Comment vous voulez aujourd'hui prétendre à un développement de votre pays si vous ne réglez pas la question de la sécurité des frontières? Et ça, c'est le spatial qui va venir. Donc tout ce qui va être posé sur la table en étant une urgence, étant une priorité sur laquelle il faut investir, on peut vous dire qu'en investissant sur le spatial pour tel ou tel domaine, vous allez impacter sur ces priorités-là. On a un tableau qu'on présente souvent lors des discussions où vous allez voir en fait l'investissement pour la partie éducation, recherche, comment ça va impacter sur les objectifs de développement durable 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous investissez sur la partie sécurité, vous impactez sur 4 ou 5 ODD. Donc le spatial va être vraiment transversal. Et tous les investissements qui vont être faits, comme on le dit dans le rapport que mon ami Sekou Oudraogo a fait, $1 investi, c'est $100 de gagner dans le spatial. Donc, la prise de conscience maintenant, elle est faite. La prise de conscience, elle est faite. Je pense que l'Afrique s'est réveillée. Et en l'espace de 20 ans, il y a une quarantaine de satellites qui ont été mis en orbite. Et ça n'arrête pas. Les pays créent leur agence spatiale. Le président de la République a décidé de faire du Sénégal la 22e agence spatiale parce qu'il a pris conscience de l'importance du spatial. Il a été président de l'Union africaine, la présidence tournante, au moment où on signait l'accord de siège en Égypte pour l'Agence spatiale africaine. Donc, c'est une question qui est aujourd'hui dans la préoccupation de l'Afrique. Et le fait maintenant que ces technologies soient accessibles, ça montre que nous n'avons plus de raison de dire oui, c'est pour les autres, ainsi de suite. Un satellite qui vous coûtait, je donne un exemple, $100 millions pour faire ce satellite. Aujourd'hui, avec, on va dire, $10 millions, je donne un exemple, ou même $1 million, vous faites 3 ou 4 petits satellites qui font exactement la même chose. Donc, c'est totalement accessible. La technologie également, elle est accessible. L'essentiel des développements des nanosatellites, microsatellites se font dans des centres universitaires. C'est à la portée de nos universités. Et pour revenir à cette question de satellite made in Sénégal, dans la conception de ce projet-là, il était prévu même que ça se fasse ici. Ça a toujours été mon rêve de voir les choses se faire ici au niveau du Sénégal. Et avec l'Agence sénégalaise d'études spatiales, on travaille déjà sur les prochains projets de satellites, mais le premier pas, ça va être de créer ce centre d'assemblage, d'intégration et de test de satellites ici au niveau du Sénégal. Une fois qu'on a ça, tous les jeunes qui veulent travailler dans le spatial pourront travailler dans leur pays et la coopération se traduit par des réalisations au Sénégal. Ceux qui veulent nous aider viennent nous aider ici, on fait le transfert de compétences. On a créé l'agence, mais... Oui, on a créé l'agence, ce qui est déjà un pas important. Mais je pense que c'est vrai que l'Afrique... Djibouti a lancé son satellite. L'île Maurice, c'est des petits pays qui font... Des petits pays, je veux dire, comparé quand même au Sénégal en termes de savoir scientifique et
et même de leadership, on aime bien ce mot-là. Non, ce que je veux dire, c'est vrai, Madame l'a dit, Touré l'a dit, les coûts ont beaucoup baissé. Aujourd'hui, on n'est pas à l'ère de votre stock 1 et autres, donc ce n'est plus, je veux dire, ces satellites qu'on faisait avec d'autres types de technologies, etc. Et d'ailleurs, on parlait de numérique là-dedans. C'est clair que le numérique a permis aussi de faire de grands pas dans la conception de ces satellites-là. Je veux dire que après, maintenant, quand tu fais le satellite, tu l'acquiers, il faudra un lanceur pour le mettre en orbite. Ça, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches. Donc, on n'en est pas encore là. Par exemple, les Américains, la NASA, a un programme qui consiste à vouloir faire une base sur la Lune. Ce programme, il est d'environ 100 milliards de dollars. Et donc, est-ce que tu crois que c'est, je veux dire, pertinent pour les Africains d'imaginer se lancer déjà, eux qui sont des novices un peu dans le domaine, de se lancer dans ces programmes? Non, je crois qu'il faut leur laisser ce genre de programme et nous concentrer sur des choses comme celles que tu appelles essentielles et qui sont des priorités pour nous. Maram, vous êtes d'accord avec Écoutez, sur des investissements, nous allons partir sur des projets qui impactent tout de suite nos urgences, les besoins des populations. Ça ferait que les populations comprendraient mieux, des outils d'aide à la décision pour les... Absolument. Ce travail de communication va se faire également massivement. Sensibiliser, que ce soit par rapport à l'astronomie ou les sciences spatiales de façon générale, sensibiliser les jeunes le plus tôt possible pour les intéresser à ça. Mais ça ne nous empêchera pas non plus d'avoir des ambitions. Parce que vous voyez, en fait, la meilleure façon de faire tirer le secteur spatial, c'est de placer la barre haute. Il y a des programmes d'investissement qui sont massifs. Nous n'avons pas besoin d'avoir une base lunaire. Et il a parfaitement raison. L'humanité a besoin d'une base lunaire parce qu'on se prépare vers des missions vers Mars. Et la Lune va être un tremplin. Mais ça, c'est des projets de l'humanité. Les gens vont travailler. Si les Américains le font en premier, c'est tant mieux. Mais nous avons besoin de quitter cette planète, de retourner sur la Lune. Et là, le programme Artemis est en cours. Après Artemis, on va aller sur Mars. Mais nous, ici, nos priorités, ça va être répondre à ces questions de mobilité, de gestion du foncier, du cadastre, l'aménagement du territoire, toutes ces questions, l'environnement, la santé, l'éducation, la sécurité, les ressources naturelles. On va se focaliser sur ça. Maintenant, si nous voulons également que le transfert de compétences soit complet, il faut qu'on se fixe la barre. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Inde, qui est un pays en voie de développement, comme nous. Et qui l'Inde qui arrive après les États-Unis, la Russie et la Chine, devient 4e pays à pouvoir poser une sonde sur la Lune. Israël a essayé il n'y a pas longtemps. À quelques kilomètres, il y a eu une défaillance. Mais quand l'Inde le réussit avec des moyens très limités, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Pourquoi on peut, à un moment donné, envisager ces programmes? Dans 10 ans, par exemple, nous n'écartons pas de pouvoir nous fixer des objectifs, de dire nous allons, entre ingénieurs techniciens sénégalais, mettre une sonde en orbite autour de la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va fabriquer cette sonde ici au niveau du Sénégal. Ça va pousser les startups, toutes ces compétences qui sont là, à travailler ensemble. Et ça monte le niveau d'un cran. Ça va faire une industrialisation. Ce satellite, ça va être des cartes électroniques. C'est des entreprises sénégalaises qui vont les fabriquer. Et c'est comme ça qu'on crée de la richesse autour du spatial. Donc, nous fixer des objectifs très élevés, en fonction des moyens qui nous sont accessibles, ça va booster l'économie, ça va booster l'industrialisation, l'innovation, ainsi de suite. Et on focalise maintenant le développement des applications sur nos urgences qui sont là, en faisant un service pour les citoyens et pour les décideurs que sont les. Je vais ouvrir une parenthèse, bien évidemment. Ensuite, on va revenir sur l'importance et l'impact du spatial de manière très concrète sur nos populations. Maram, vous avez parlé tout à l'heure d'Artemis. L'homme n'est pas retourné sur la Lune depuis Armstrong. Ce qui fait que beaucoup se demandent si véritablement, est-ce qu'il y est vraiment allé? Est-ce que derrière, ce n'est pas juste une histoire qu'on nous a vendue? Parce que les technologies ont avancé depuis, mais on a du mal. Pourquoi? La réponse, elle est très simple. Si on devait la développer, ça va être complet, c'est toute une émission. On va essayer de scinder et de répondre de façon précise. On dit toujours l'homme n'est pas retourné depuis Armstrong. Après Armstrong, il y a eu Aldrin qui est descendu sur la Lune. Après Aldrin, il y a eu d'autres, ainsi de suite. Il y a 6 missions qui se sont posées sur la Lune. Ça fait 12 hommes qui ont marché. Donc, quand on présente l'histoire de façon globale en disant Armstrong est allé et plus personne n'est retourné, on oublie que c'est de 1969 le premier pas jusqu'à 1972, ça n'a pas arrêté, jusqu'à Apollo 17. Donc, c'est 12 hommes qui ont marché sur la Lune et pour la plupart, ils sont encore vivants. L'autre aspect, c'est que quand ils sont partis, ces 12 sites d'alunissage, comme on dit, ont laissé des traces. Donc, l'atterrisseur est sur place, le module lunaire, donc le LEM, il est sur place.
les antennes qui sont posées, les réflecteurs qui sont posés. Et ça, c'est très important. Ils ont posé des réflecteurs laser. C'est des petites boîtes qui font comme ça et qui sont orientées vers la Terre. Qu'est-ce qui se passe? Tous les soirs, Observatoire de Côte d'Azur, au Chili et autres, il y a des tirs laser qui vont taper sur ces réflecteurs laser sur la Lune et revenir. Ça nous permet en fait de mesurer avec précision la distance Terre-Lune. S'ils n'avaient pas été sur place pour poser ces réflecteurs, on n'aurait pas pu avoir ces tirs laser tous les soirs. Donc ça montre déjà qu'ils étaient sur place. Mais l'autre point qui est important, il y a eu des sondes qui ont été lancées par le Japon, il n'y a pas longtemps. Une sonde indienne également. Et tout récemment, une sonde également américaine. On a pointé ces sondes sur ces sites d'atterrissage. Et une sonde japonaise, on connaît l'histoire entre les États-Unis et le Japon. Bien sûr. Si les Japonais reviennent avec leur sonde en disant, voilà, on a photographié les sites où les Américains se sont posés, et quand vous regardez, vous voyez les traces qu'ils ont laissées avec le rover, ça montre déjà qu'ils étaient bien sur place. Le programme Apollo, ça a été 450 000 personnes qui ont travaillé dessus. Mais pourquoi aujourd'hui on a du mal alors? Alors, parce qu'il n'y avait plus d'intérêt. Vous savez, la NASA, en fait, son budget, c'est le Sénat qui vote le budget de la NASA. Quand vous faites un exploit, vous préparez depuis les programmes Mercury, Gemini, ainsi de suite, jusqu'à arriver au programme Apollo, vous préparez les hommes à aller se poser sur la Lune. On fait Apollo 11. Apollo 8 est parti, Apollo 9, Apollo 10, ainsi de suite. C'était des préparations. Apollo 11, on pose un premier homme et un deuxième avec Aldrin. L'engouement est international, c'est mondial, tout le monde est content. Deuxième Apollo, Apollo 12, vous invitez la presse, tout le monde vient. Ils vont aller sur la Lune, il reste 2-3 jours, ils ramassent des cailloux et ils reviennent. L'engouement est toujours là. Apollo 13, à 80 000 km de la Lune, il y a eu un accident. On a travaillé pour les faire revenir. Ça n'a pas pu se poser, mais ça a été peut-être un échec réussi. Apollo 14, vous convoquez la presse. Vous connaissez comment ça se passe pour la presse. Les gens viennent, à un moment donné, 14, 15, 16, ils font la même chose. Ils descendent, ils ramassent des cailloux, ils reviennent. À un moment donné, la presse ne s'y intéressait plus. Et le Sénat a dit, si vous allez sur la Lune pour faire la même chose, vous avez déjà 380 kilos de roches collectées, on ne va pas continuer à mettre le budget pour aller prendre des roches et revenir. Il faut passer à une autre étape. C'est ça. Apollo 18 était déjà programmé, Apollo 19 était déjà programmé. Mais le Sénat n'a pas accepté de voter le budget parce que ça devenait monotone. Ils y allaient, ils passaient 2-3 jours, ils prenaient les cailloux et ils revenaient. Aujourd'hui, l'ambition, c'est d'aller sur la planète Mars. Tous les efforts que vous voyez avec SpaceX et Elon Musk, c'est pour aller sur Mars. Et là, le programme Artemis revient. Avant d'aller sur la planète Mars, il faut qu'on retourne sur la Lune. Ça nous permet d'avoir le réflexe de rester longtemps dans l'espace. Le voyage sur Mars, ça va être 6 mois pour y aller. Pour la Lune, c'était 3 jours pour y aller et 3 jours pour revenir. Mars, ça va être 6 mois à l'aller, 6 mois au retour. Et le premier voyage, je pense qu'il n'y aura même pas de retour. Ils vont y aller pour rester, en fait. Donc, en dehors de ces 6 mois aller, 6 mois retour, vous restez 1 an sur place à attendre que la configuration de Mars et de la Terre autour du Soleil soit optimale, c'est-à-dire la distance la plus petite, pour les faire revenir. Donc, il faut 2 ans pour un voyage sur Mars et ça se prépare. C'est sur quoi nous sommes actuellement. Et c'est très complexe. On va revenir parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de refermer ce magazine. Je voudrais qu'on parle maintenant un tout petit peu encore pour refermer cette parenthèse de formation. Est-ce qu'on ne devrait pas créer une école spécialisée pour justement former ces jeunes ingénieurs à tous ces métiers et à toutes ces opportunités qu'offre le spatial aujourd'hui? On l'a fait pour le pétrole et le gaz, c'est possible, après cette agence que le chef de l'État a eu à créer, de créer également une école spécialisée en cela, docteur Labali Touré. Oui, je voulais juste peut-être... allez-y, très rapidement. Un petit élément. Je ne partage pas souvent l'avis souvent de décaler le spatial après les choses qu'on met en guillemets essentielles. Pour moi, le spatial facilite la satisfaction des problèmes essentiels. Tout à fait. Aujourd'hui, la création des innovations autour du spatial, c'est la création d'emplois pour les jeunes Sénégalais. Le spatial pour l'agriculture de précision, il est fondamental. Le spatial pour l'environnement, il est capital. Donc, vous voyez, le spatial est au cœur et accompagne et affine et précise toutes nos applications thématiques pour se nourrir, pour se soigner, pour se déplacer et autre chose. Et surtout au niveau de l'emploi des jeunes. Parce que le décaler cela à une autre génération veut dire que nous allons encore accuser un retard par rapport aux autres pays. Donc pour moi, c'est maintenant et demain c'est déjà trop tard, à mon avis. Et maintenant, pour revenir à votre question, la formation, en tout cas, on a démarré, nous, au niveau de la géomatique, parce que beaucoup d'applications du spatial vont se faire sur la Terre à travers des outils tels que les
science de la géomatique. C'est pour cela qu'on a aujourd'hui, en tout cas moi je suis à l'université du Sine Saloum de Kaolack, on a une licence en géomatique dans laquelle on forme des jeunes aujourd'hui à trouver des solutions, des produits et des applications issus des technologies spatiales appliquées à des thématiques agriculture, élevage, santé, environnement. C'est de voir le spatial aujourd'hui, en quoi l'éleveur, qui aujourd'hui a du mal à trouver de l'eau pour son bétail, en quoi le spatial peut l'aider à travers une application simple, à dire voilà les meilleurs points d'eau pour éviter qu'il fasse des kilomètres et des kilomètres avant de trouver le premier endroit où il y a l'eau. Et là, on va aller à un master qui va démarrer au mois de décembre. On va former des niveaux supérieurs avec des ingénieurs Bac+5 autour des questions satellitaires. C'est en quoi les satellites aujourd'hui, leur usage, leur application pour le développement du Sénégal. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, le Sénégal ne se développera pas aussi facilement, à mon avis, sans l'intégration et le développement du spatial. On a une population jeune, aujourd'hui, qui aspire d'innovation et de créativité. Le spatial, à mon avis, est une opportunité à ne pas rater pour faciliter aujourd'hui l'emploi des jeunes dans la création d'innovation. Au niveau des applications mobiles, des startups, des centaines de startups peuvent être nées aujourd'hui qui utilisent le spatial et faire leur carrière. C'est bien, dans nos universités publiques, de telles initiatives. Dans les universités privées également, il y a justement de ces initiatives-là et de ces jeunes qui sont déjà passionnés, un peu comme Maram Kairé, par le spatial et l'astronomie. Je voudrais justement donner la parole à deux autres étudiants de BEM, le groupe BEM, dont une cohorte d'étudiants est justement sur ce plateau avec nous. D'abord, Cheikh Mignane Sène, quand on parle de vocation, eh bien, à BEM, on nous le présente évidemment comme un modèle. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cheikh Mignane Sène, donc je suis en première année. Je suis un cycle ingénieur à BM School of Technology, un programme qui s'appelle ITN, donc informatique avec technologie numérique. Et en voyant ce film, je redécouvre un peu un de mes rêves d'enfant qui était moi aussi de devenir astronaute. Mais finalement, j'ai dévié sur le développement de logiciels. Mais j'espère que l'un de mes projets, donc, qui sera toujours en rapport avec l'astronomie, c'est que avec la réalité virtuelle, avec les nouvelles technologies, les technologies qui se développeront dans quelques années, pourquoi pas pousser la réalité virtuelle de façon à ce qu'on puisse voyager dans l'espace avec des casques VR, de façon à ce que si quelqu'un veut, par exemple, étudier le système solaire, il le pourra. Si quelqu'un veut aller sur Mars comme Elon Musk, avec les casques, il pourra. Ou bien, je ne sais pas moi, comme monsieur Maram Kairé, travailler pour la NASA, comme par exemple avec votre sonde Lucie, qui, on l'a vu dans le film, a pour vocation d'étudier les astéroïdes pour pouvoir un peu remonter le temps pour comprendre un peu la formation du système solaire. Comme les ingénieurs qui ont travaillé sur le programme embarqué, justement de cette sonde, je pourrais moi aussi créer un système embarqué. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un satellite que le Sénégal va envoyer d'ici pas longtemps. On va recevoir, oui. Oui, et pourquoi pas, moi aussi, dans le futur, si j'ai l'occasion de participer à l'un des projets du Sénégal pour envoyer un satellite, pourquoi pas, moi aussi, développer mon propre programme. On vous le souhaite vivement. On vous le souhaite vivement, véritablement. Ne perdez pas vos rêves. Il faut rêver haut et grand, n'est-ce pas? Aïssa Taba, également, aimerait partager un tout petit peu son expérience, la vocation que cela a pu susciter en elle, tout ce qu'on a pu regarder ce soir. Bonsoir, Aïssata. Bonsoir. Alors, je m'appelle Aïssa Taba, étudiante en Computer Science à Tunis, la branche anglophone de BM. Étant aussi membre du club Antares de BM Africa, passionnée par tout ce qui est en rapport avec la science, je compte me spécialiser en astrophysique, un domaine passionnant qui pourra, avec mes compétences en informatique, je pourrai analyser et modéliser des données astronomiques. Et aussi, cela pourrait aussi m'aider également à contribuer à la recherche et à la compréhension de l'univers. Et par cette même occasion, je voulais poser une question à M. Kairé. S'il y a des femmes africaines qui ont su
percer dans le domaine de l'astronomie. Oui, Merci. les femmes dans le spatial. Il y en a beaucoup. En Afrique, il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup. Ça, vous avez vu Marie Korsaga, dont on a Absolument. parlé ici, Elle qui est était dans le burkinabé, film, oui. qui le disait très bien, la science, elle est collaborative. Donc, on a fait venir effectivement des gens du Burkina. Ici au Sénégal, il y a Salma Silla qui prépare également son doctorat. Mais sur le continent, aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux qui sont en place. L'African Astronomical Society, la société astronomique africaine. Vous allez retrouver beaucoup de femmes qui sont dedans. Je vous invite juste à regarder, c'est gratuit, ce n'est pas de la publicité. C'est le premier magazine en ligne francophone sur l'astronomie que nous avons lancé avec nos amis qui sont dans le film de la Société astronomique de France. Ça s'appelle l'Astronomie Afrique. Donc, vous faites www.l'astronomieafrique.com. C'est gratuit et dedans, il y a un article qui met en avant une 50aine de femmes qui sont dans le domaine de l'astronomie ici en Afrique. Et je vous invite à lire cet article. C'est un magazine qui est gratuit et qui rentre dans cette dynamique de vulgariser cette science partout sur le continent. Madame Kairé, il y a juste derrière vous un jeune homme qui, j'imagine, rêve un jour de pouvoir être à votre place et faire comme vous, ou peut-être mieux. Il fait partie du club Antares de BEM. Je voudrais maintenant qu'on puisse lui passer le micro. Il va se présenter et nous présenter justement ce club qui fait des choses intéressantes dans le domaine de l'astronomie. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Betouloum Dokase Armon-Saint-Cyr. Je suis le président du bureau des étudiants de BEM School of Technology. Et je pense que notre club Antares va faire d'ici 1 an. On l'avait lancé en partenariat avec ASPA, l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, oui, avec sous parrainage de M. Kairé. Et c'était bien passé. Et aujourd'hui, nous envisageons élargir un peu ce club-là au niveau de toutes les écoles filiales de BEM. Donc, parce qu'on a remarqué qu'au niveau de nos activités, on n'a pas seulement besoin des scientifiques, parce que nous, à BEMTech, on est beaucoup plus dans la technologie. Donc maintenant, on a fait appel aux autres écoles du groupe BEM qui sont dans la communication. On a fait appel à IMI, à DUNIS, qui sont la branche anglophone du groupe BEM, parce qu'on a remarqué également que beaucoup des documents en astronomie sont en anglais. Et donc, d'où l'importance de faire appel à ces écoles-là. Et également, on a besoin des managers. Donc, on a fait appel à BEM Management pour nous aider également dans nos activités. Et notre mission du club Antares, c'est de vulgariser l'astronomie, non seulement au niveau de BEM, mais de toutes les écoles qui sont au Sénégal. C'est pourquoi lors de nos activités, de nos portes ouvertes, de nos masterclass qu'on organise, on fait des masterclass pour les élèves qui sont au niveau du secondaire. Et on fait des séances d'observation, de visionnage des films, d'observation avec des microscopes et tout ça. Voilà un peu ce qu'on fait. Bravo, félicitations. C'est déjà un pas important. La langue aussi, elle est importante parce qu'on parle beaucoup anglais dans l'astronomie, mais pas que. C'est devenu, et c'est la langue du business. Donc, si on veut devenir un peu plus tard astronome comme Madame Kairé, il faut aussi maîtriser cette langue. Bah, vous ne savez jamais, en fait, c'est comme les petits cailloux qui tombent du ciel. Vous ne savez jamais où ça va atterrir. Je me lève un bon matin, on m'appelle, oui, on veut faire un film sur votre histoire. Et j'ai dit, d'accord, en français? Non, ce sera en anglais. Si on n'avait pas pris les précautions peut-être pour essayer de parler anglais correctement, ça allait être difficile. Absolument. Donc c'est juste pour dire que c'est une langue internationale et aujourd'hui on en a besoin. Il faut faire les efforts qu'il faut, surtout dans le domaine, dans le domaine scientifique. Oui, on peut sauter le pas d'ailleurs et faire de l'anglais une autre langue. Oui, mais clairement, le système éducatif, il est temps. Ce que je sais, c'est que clairement c'est la langue de la recherche scientifique. Oui. Que ce soit en astronomie, en biologie, partout. Dans l'entrepreneuriat aussi. Exactement. Et c'est la langue un peu de l'astronomie, de l'astrophysique, tout ce qu'on veut, et de l'aéronautique. Donc, quel que soit le type de pilote que vous êtes, quelles que soient les zones de navigation, vous parlez anglais, par exemple. Or, beaucoup d'astronautes, initialement, sont des aviateurs. Je veux dire que, par exemple, on parlait du programme Apollo particulièrement, que ce soit Neil Armstrong ou Buzz Aldrin, c'était tous des gens de l'armée, de l'air des États-Unis, US Air Force. Et je veux dire, ça me permet de rebondir un peu sur cette lune-là, qui nous a tout le temps passionnés.
on n'a pas les réflecteurs laser, hein, mais c'est à peu près 384 400 km de la Terre. Donc c'est à peu près ça. Donc, mais je veux dire, à un moment, tu peux parler de oui, les gens ne sont pas retournés, mais ce désamour pour la Lune, pourquoi? Mais quelque part, on ne peut pas mettre ça, je veux dire, on ne peut pas occulter. On parlait d'occultation aussi, occulter le fait qu'on était sur une course entre l'URSS et les États-Unis. Les États-Unis sont arrivés les premiers, ils ont remporté la médaille d'or. Finalement, bon, après mettre 2 ou 3 autres missions, après c'était terminé, quoi. Et puis, quand Buzz Aldrin arrive et dit... il dit cette magnifique désolation. C'est comme ça qu'il a décrit la Lune quand il a marché sur les pas de Neil Armstrong, qui a été le premier à descendre. Donc, finalement, bon, de la Terre, c'est magnifique, surtout le soir, mais elle brille aussi le jour, hein, la Lune. Donc, elle est toujours là. Donc, je crois que c'est un peu ça, voilà, cette rivalité Est-Ouest qu'il y avait à l'époque. Puisque les Soviétiques avaient fait le premier satellite, les Américains ont lancé le programme Gemini avec d'énormes fusées qu'ils lançaient. C'était énorme. Saturne V, c'est une fusée qui... On ne peut pas te dire le nombre d'étages, les moteurs, etc. 110 mètres d'eau. 110 mètres d'eau. Bon. Je pose une question très banale. Je sais que beaucoup se la posent également. Tout ça, tous ces objets qui sont dans le ciel, ne vont-ils pas nous tomber sur la tête un jour? Des satellites par-ci, des satellites par-là. La poubelle de l'espace, on parle de poubelle maintenant. Est-ce que tout ça ne va pas nous tomber sur la tête un jour? À 2 niveaux. Il y a les objets naturels, en fait, et les objets artificiels. Les objets naturels, ce sont ces fragments d'astéroïdes qui circulent autour du Soleil. Ça, depuis que la Terre s'est formée, elle est bombardée par ces objets. On a à peu près 40 000 tonnes au minimum de roches qui nous tombent dessus chaque année. Ça, c'est des choses qui sont là, c'est des réalités. Vous pouvez voir une traînée qui passe, on dit c'est une étoile filante, mais c'est un petit caillou qui rentre en fait. Donc ça peut arriver des moments où ça fait des dégâts. On a vu le cratère Chicxulub qui est dans le Yucatan, qui est la trace d'un impact avec un objet qui faisait 10 km et qui a provoqué l'extinction des dinosaures, donc il y a 65 millions d'années. La Terre est bombardée régulièrement. La chance que nous avons, c'est d'avoir cette couche atmosphérique qui désintègre beaucoup de ces objets avant qu'ils arrivent au sol. Maintenant, les objets artificiels, c'est un problème. On lance beaucoup de satellites. Il y a un temps, on n'avait pas pris ces précautions. Maintenant, avec le New Space dont il parle, la précaution, elle est prise. Les satellites sont programmés pour une durée de vie avec un système de rentrée atmosphérique une fois que le satellite n'est plus en service. Donc, on est en train de travailler maintenant sur comment nettoyer cette poubelle qui est en train de se créer dans l'espace. De se créer dans l'espace. C'est pour ça d'ailleurs que la question des constellations de satellites, où on en lance beaucoup pour des projets que je ne vais pas citer, sont soulevés parfois par même nous, les astronomes, ça nous pose problème. Vous faites des photos du ciel, vous laissez votre appareil ouvert et il y a une traînée de petits satellites qui passent et qui vous gâchent toute votre photo. Donc ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui d'actualité, mais c'est réglementé et on est en train de voir, je pense, au niveau international, comment limiter les dégâts. Les satellites qui font une durée de vie de 2 ans, de 5 ans, terminent leur vie, rentrent dans l'atmosphère et sont brûlés. Donc ça n'arrive pas au sol et c'est heureusement pour nous. On va terminer le magazine en revenant très rapidement sur l'émission de l'ASES aujourd'hui, l'agence que vous dirigez, Maram Kairé, et les ambitions, bien évidemment, de cette agence. Merci. Ça me permet de revenir très rapidement sur cette question liée à la formation. Labali, je pense, a déjà très bien détaillé à un niveau supérieur. Ce qui est important également, c'est d'aller chercher les jeunes le plus tôt possible. Il y a un désamour, en fait, une désaffection des filières scientifiques et ça, il faut qu'on arrive à stopper cette tendance. C'est la base. Et c'est d'ailleurs le travail que fait l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Je salue la présence de Baïdi Diop, le professeur Baïdi Diop, qui est secrétaire chargé de la formation. Depuis 2006 que l'association a créé, elle fait le tour du Sénégal dans les écoles, les universités pour rencontrer les populations. Mais de façon plus précise, on va chercher les jeunes dès l'âge de 5 ans à travers des activités de physique amusantes, ainsi de suite, pour les intéresser aux sciences. Et l'astronomie a cette faculté de pouvoir ramener les jeunes vers les sciences. Donc il faut s'en saisir et travailler de façon plus étroite avec le ministère de l'Éducation nationale pour que les jeunes puissent s'inspirer de ce qui se fait grâce au spatial et à l'astronomie pour rester dans les filières scientifiques. Maintenant, l'ASES a pour mission de coordonner toute l'activité spatiale du Sénégal. C'est une feuille de route de 16 points qui sont dans le décret de création de l'ASES. Mais je vais juste résumer en disant que nous sommes chargés d'élaborer la politique et la stratégie nationale. Il faut que le pays, après la vision du président, puisse disposer
d'une stratégie et d'une politique. Ça va être la construction des infrastructures. Nous avons parlé, et Omar l'a si bien dit, faire les choses ici au niveau du Sénégal. Les infrastructures, construire le centre spatial, construire le centre d'assemblage, d'intégration et de tests de microsatellites, les centres de réception au sol, toutes les infrastructures sont sur notre feuille de route et nous allons essayer d'aller le plus rapidement possible. C'est la meilleure façon pour que les jeunes qui s'intéressent à ça ne se découragent pas. Je vais m'intéresser à l'astronomie en classe de CM1, au 3e, en classe de 3e. Arrivé au bac, je sais que je peux me spécialiser dans ces secteurs parce que je peux aller travailler au centre spatial demain. Absolument. Donc ça, c'est un élément qui est important, les infrastructures. Au-delà de ça, il faut ce transfert de compétences. Les formations, ils sont en train de développer un master en géomatique. L'ASES a pour mission également d'aller trouver des opportunités avec les meilleurs dans ce monde et de venir les mettre en synergie avec les centres qui sont là. Donc nous avons des discussions actuellement avec des structures qui proposent des formations dans le domaine des sciences spatiales. Nous allons les connecter. Le rôle de l'ASES n'est pas de faire de la formation, mais de connecter ça avec les universités pour qu'ils puissent utiliser ce potentiel-là dans le cadre. L'autre aspect, c'est la coopération internationale. Vous savez, si le spatial aujourd'hui est une belle opportunité pour l'Afrique, c'est parce que, bien entendu, la science elle est collaborative. Si nous voulons aller vite, nous n'allons pas investir dans la fabrication d'un lanceur, alors qu'il y a des entreprises qui ont mis des milliards de dollars pour avoir des lanceurs performants. Nous allons faire nos satellites, nos applications et on confie le lancement à quelqu'un d'autre. Quand le Sénégal, dans 15-20 ans, aura suffisamment de ressources dans le spatial, nous pouvons envisager peut-être demain d'étudier, même de participer à des programmes de lancement ailleurs. Mais pour le moment, travailler avec ceux qui font les choses bien et pour aller vite. Et dans ce cadre, l'ASES, cette coopération, a accueilli, il faut le signaler, c'est extrêmement important. 7 mois après sa création, l'ASES a accueilli le premier dialogue spatial Europe-Afrique ici au niveau du Sénégal. Son Excellence a envoyé le Premier ministre pour présider cette rencontre, pour montrer vraiment l'importance de la rencontre. Mais imaginez que c'est la première fois que l'Europe et l'Afrique se mettent autour de la table pour décider de l'avenir du spatial. Ça se passe où? La dernière agence à être créée, c'est elle qui accueille et c'est le Sénégal qui vient d'arriver qui accueille. Donc la confiance des partenaires, elle est essentielle. Et aujourd'hui, la carte de visite du Sénégal dans le spatial est crédible. On a des acteurs qui sont très dynamiques, qui travaillent avec des partenaires. Mais l'agence spatiale a bénéficié tout de suite de cette confiance et je pense que dans le cadre de la coopération, ça va aller vite. Donc on a cette mission vraiment de développer l'écosystème, de l'animer. Nous allons travailler de façon inclusive avec l'ensemble des acteurs pour que la place que nous allons occuper demain ne soit pas une place de spectateurs, mais une place d'acteurs. C'est aussi grâce à vous et grâce à ce film que nous avons pu regarder ce soir. Véritablement une belle carte postale pour notre pays dans le domaine du spatial. Professeur Omar Diaw, merci beaucoup. Un dernier mot, très rapidement. Comme tu dis, professeur, moi, ce que j'encourage toujours les jeunes à véritablement intégrer les filières scientifiques, c'est les mathématiques, c'est la physique, la chimie principalement, et l'anglais. Vous avez entendu, madame? Docteur Labali Touré, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et puis, je pense que c'est pas... Je compléterai le professeur en disant que c'est pas toutes les sciences valent. Je pense qu'il faut aimer toutes les disciplines parce qu'elles se contrôlent tous au final. Tout à fait. Et dernière chose, c'est que le rêve n'a pas de couleur, n'a pas d'ethnie, n'a pas de zone géographique. Je demande à tous les jeunes de rêver et savoir que le rêve du Sénégal, c'est nous qui allons le réaliser. Et troisième chose que je voulais dire, que le spatial est au cœur et doit avoir une place spéciale. Au Sénégal, l'agence spatiale, à mon avis, pour moi, vient compléter un dernier étage que nous n'avions pas, nous qui sommes dans le spatial au Sénégal. On a maintenant une structure aujourd'hui qui a le rôle régalien de pouvoir fédérer les initiatives autour du spatial, mais également faire du Sénégal un hub spatial au niveau de l'Afrique. Et c'est possible. Rêver grand, rêver haut, jusque dans l'espace. N'est-ce pas, Maram Kairé? Pourquoi s'arrêter dans l'espace? Aller au-delà? Je pense que la première folie que j'ai acceptée, c'est de ne pas me fixer de limites. À l'âge de 12 ans, je n'aurais jamais imaginé tout ce qui est en train de se réaliser. Je n'en parle pas pour ma personne, mais c'est pour dire aux jeunes, comme il l'a dit, allez jusqu'au bout de vos rêves. Et ne vous fixez pas de limites, en fait. La seule préoccupation qui doit animer un jeune, c'est de toujours faire les choses pour que ça serve à son pays. Le patriotisme, c'est quelque chose qui est inaliénable chez moi. Donnez-moi tout l'or du monde, je préfère rester ici au Sénégal, travailler pour mon pays que de faire autre chose. Donc, allez jusqu'au bout de vos rêves, mais soyez toujours dans le camp du bien et soyez dans le camp de votre pays, travaillez pour votre pays. Le reste, c'est
c'est l'avenir qui nous dira. Mais l'avenir, on le construit nous-mêmes. Et je ne pourrais terminer sans vraiment un remerciement profond et sincère au directeur général de la RTS, M. Racine Talla, pour toute la mobilisation qu'il y a eu depuis un certain moment pour le développement des sciences spatiales, mais également pour la projection de ce film. Depuis l'annonce qui a été faite par le président, ces équipes se sont mobilisées pour préparer cette très belle soirée. Donc c'est le lieu de le remercier, l'ensemble du personnel de la RTS et les équipes techniques qui nous ont aidés à pouvoir faire cette belle émission. Donc merci à la RTS et merci à vous tous. Merci beaucoup, Maram Kairé. Restez avec nous. L'astéroïde est bien descendu et resté sur ce plateau tout au long de ce débat. Bonne continuation au niveau de tout ce que vous faites, au niveau de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir suivi la diffusion et la première en exclusivité de ce film Chasseurs d'étoiles sur les antennes de la Une. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent. Merci et bonsoir.